En 1861, James Augustus Grant, un explorateur anglais, participait à une expédition en Afrique de l'Est avec l'explorateur John Hanning Speke. Ils étaient à la recherche de la source du Nil, mais sur les berges du lac Victoria, Grant contracta une maladie inconnue qu'il décrivit de la manière suivante. Une inflammation déforme ma jambe droite au-dessus du genou, provoquant des douleurs intenses, provisoirement soulagées par une incision profonde et une suppuration abondante. Pendant 3 mois, des abcès se sont formés. Je n'avais plus de force. Mon genou était raide et curieusement recourbé, rendant la marche impossible. Les traitements ne semblaient produire aucun effet, mais mon état finit par s'améliorer. Au 5e mois, les symptômes s'atténuèrent. Je fus enfin capable de sortir de la case pour respirer l'air frais, et je pus une fois de plus contempler la création divine dans le lac magnifique et les collines gracieuses qui s'étendaient devant moi. Quelle était cette maladie qui empêcha le capitaine Grant de participer à la découverte de la source du Nil avec John Speke? Personne ne parvint à l'identifier et on n'en entendit plus parler d'elle pendant les 3 décennies qui suivirent. 30 ans plus tard, en 1897, Sir Albert Cook, un médecin britannique travaillant à Kampala en Ouganda, décrivit lui aussi des ulcères cutanés peu courants. Il rédigea les notes suivantes sur un patient qui avait une jambe infectée avec de nombreuses ulcérations. Il y a 6 mois, la jambe s'est mise à enfler. 2 mois plus tard, l'ulcère supérieur est apparu, suivi 1 mois après par l'ulcère inférieur. Toute la jambe et le pied droit sont enflés. Juste au-dessus du genou apparaît un ulcère de forte taille, profond, granuleux, à vif. Un second ulcère suppurant est apparu juste au-dessus. Une fois de plus, la description des symptômes et de la progression de la maladie était très détaillée. Mais la maladie elle-même ne fut pas identifiée et aucun nom ne lui fut donné. On n'en entendit plus parler pendant les 50 prochaines années. Mais elle ne disparut pas pour autant. En 1948, 6 patients développèrent une infection du même type à Bairnsdale, en Australie. Cette fois, la curiosité des médecins fut éveillée. Les symptômes cliniques étaient tout à fait inhabituels. Tous souffraient d'ulcères cutanés progressifs de grande taille. Les médecins traitants se rendirent compte qu'ils faisaient face à une maladie jusqu'ici inconnue. Ce fait était déjà assez rare au milieu du XXe siècle pour que médecins et scientifiques mesurent pleinement l'importance de cette découverte. Des biopsies prélevées dans les ulcères furent analysées au département de pathologie de l'Université de Melbourne. Dans une communication publiée en 1948 et intitulée « Une nouvelle infection mycobactérienne chez l'homme », les scientifiques australiens McCallum, Toolerst, Buckle et Sisson décrivirent l'apparence de cette nouvelle infection et la procédure mise en place pour identifier l'agent qui en était responsable. Les premiers tests indiquèrent la présence de bacilles acido-résistants ou mycobactéries.
Cela les amena à penser qu'il s'agissait d'une forme de tuberculose ou de lèpre. Mais d'autres tests démontrèrent que cette infection était différente. Il s'agissait d'une toute autre mycobactérie, un nouveau pathogène qui n'avait jusqu'ici pas été identifié. Pour pouvoir l'analyser, ils tentèrent de cultiver l'organisme en laboratoire à une température de 37 degrés centigrades. Les premiers essais échouèrent, mais la chance fut de leur côté. Le système de chauffage d'un des incubateurs tomba en panne, ramenant la température à 32 degrés, et l'organisme se multiplia alors à cette température plus basse. Pour la première fois dans l'histoire de la médecine, l'organisme Mycobacterium ulcerans fut isolé, cultivé et identifié comme l'agent responsable de cette maladie inconnue. On l'appela ulcère de Bairnsdale, d'après la localité où elle s'était manifestée. Le docteur John Heyman, un pathologiste de l'université de Monash à Melbourne, qui travaillait à l'époque avec Glenn Buckle, l'a entendu raconter cette découverte capitale. Je travaillais dans le département de microbiologie de Glenn Buckle. Il était l'un des auteurs de la toute première communication décrivant Mycobacterium ulceran. Et j'ai travaillé dans son département comme chef de service pendant 2 ans. Il m'a expliqué comment il essayait de cultiver l'organisme, et celui-ci ne s'est reproduit que lorsque le ventilateur de l'incubateur est tombé en panne. Il s'est donc rendu compte que la température initiale n'était pas la bonne et que la température de croissance de l'organisme devait être plus basse. C'est comme cela que Glenn Buckle a été le premier à réussir à cultiver l'organisme. On savait désormais que l'infection qui causait ces ulcères dévastateurs était due à une mycobactérie. Mais quel est cet organisme? Les mycobactéries sont un genre de bactéries dont de nombreuses espèces existent dans l'environnement. La plupart ne sont pas pathogènes, en d'autres termes, elles sont inoffensives pour l'homme. D'autres, par contre, s'attaquent à l'homme et aux animaux. Enfin, il existe un troisième type de mycobactéries potentiellement pathogènes. Lorsque les conditions propices sont créées, elles peuvent devenir actives et se mettre à infester les hommes. On les appelle des pathogènes opportunistes. Le Mycobacterium ulcerans appartient à ce troisième type. Les deux exemples de maladies mycobactériennes les plus connues sont la lèpre et la tuberculose. La nouvelle maladie décrite par McCallum et ses collègues allait devenir la troisième maladie mycobactérienne connue s'attaquant à l'homme. Ce qui caractérise de telles maladies, c'est qu'elles sont particulièrement longues et difficiles à traiter. À la même époque, des ulcères du même type furent observés dans d'autres parties du monde. Dans chaque endroit, on leur donna un nom différent. En Australie, la maladie était appelée ulcère de Bairnsdale, dans la région de Melbourne, et ulcère de Daintree, au Queensland. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, elle était connue sous le nom d'ulcère de Koumoussi ou Sikh Belong Sepik. Dans les années 1960, des ulcères du même type apparurent dans la région de Buruli, qui faisait partie du district de Mengo, en Ouganda. Ils furent appelés ulcères de Buruli, et c'est aujourd'hui le nom officiel de la maladie. Entre 1965 et 1970, une épidémie d'ulcères de Buruli se déclara dans un camp de réfugiés rwandais à Kinyara, en Ouganda. Le ministère de la Santé de l'Ouganda, alerté, mit sur pied un groupe d'experts chargés d'étudier ce problème. Les médecins faisant partie de ce groupe obtinrent des informations précieuses qui allaient permettre d'en savoir un peu plus sur elle. Le premier rapport du groupe, présenté en 1969, décrit les aspects cliniques de la maladie. Il constitue la première étude de cas
sur l'ulcère de Buruli. D'autres rapports traitent de l'épidémiologie de la maladie. Cette épidémie du Kinyara fut la première épidémie d'ulcère de Buruli à être enregistrée. Elle permit de constater la virulence de la mycobactérie et contribua à sensibiliser la profession médicale et le public à ce problème de santé. Dans les années 1980, il fut établi sans conteste que tous les cas de ce type apparaissant dans les différentes parties du monde étaient bien dus à un pathogène unique, le Mycobacterium ulcerans. Entre la première description écrite des symptômes de la maladie et l'identification formelle de ses causes, un siècle s'était écoulé. Identifier une maladie inconnue et lui donner un nom n'est que le début d'un long cheminement. Mais pendant ce temps, la maladie, elle, continue de progresser. Même si l'ulcère de Buruli reste toujours pratiquement inconnu à travers le monde, sa menace n'a cessé de grandir. Dans certains pays d'Afrique où les cas de lèpre ont diminué, l'ulcère de Buruli est devenu la deuxième maladie mycobactérienne la plus importante après la tuberculose. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, estime qu'elle pourrait devenir un fléau encore plus terrible que la lèpre, qui est en passe d'être éliminée dans les pays endémiques. L'ulcère de Buruli est de nos jours endémique dans plus de 30 pays des Amériques, du continent africain, d'Asie et du Pacifique occidental. Bien que peu nombreux en Asie du Sud-Est, des cas ont été recensés en Indonésie, en Malaisie et au Sri Lanka. Dans l'hémisphère occidental, quelques cas ont été rapportés au Mexique, au Suriname et au Pérou. En Guyane française, le premier cas d'ulcère de Buruli date de 1969. En Extrême-Orient, un petit nombre de cas a été confirmé au Japon et en Chine. Dans le Pacifique occidental, outre l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des cas ont aussi été rapportés à Kiribati et dans d'autres îles. Les premiers cas d'ulcère de Buruli sont apparus en Afrique de l'Est, mais le plus grand nombre est aujourd'hui enregistré en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Ghana et au Cameroun. L'Angola, le Burkina Faso, le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, le Gabon, la Guinée, le Libéria, le Malawi, le Nigeria, la Sierra Leone, le Soudan, le Togo et l'Ouganda sont tous touchés. Les cas recensés au Togo viennent compléter la trajectoire d'est en ouest du continent africain de l'ulcère de Buruli. Mais tout ceci est encore loin d'indiquer la réalité, car un très grand nombre de cas n'est jamais signalé. De plus, l'incidence est en augmentation dans d'autres parties du monde. On peut contracter cette infection à n'importe quel âge, mais 70% des cas concernent des enfants de moins de 15 ans. S'il n'est pas traité à temps, l'ulcère de Buruli a un impact physique et psychologique extrêmement grave. Par ailleurs, ses conséquences économiques sont désastreuses pour nombre de ces pays qui doivent déjà faire face à la pauvreté et à d'autres problèmes de santé. Les symptômes de l'ulcère de Buruli et sa progression sont désormais connus. La période d'incubation moyenne est de 2 à 3 mois. Une fois que la mycobactérie a franchi la barrière de la peau, elle se multiplie et produit une toxine qui s'attaque à la peau et aux tissus sous-jacents. Le professeur Pamela Small
du département de microbiologie de l'Université de Tennessee aux États-Unis, faisait partie de l'équipe qui a réussi à identifier pour la première fois cette toxine. Le Mycobacterium ulcerans pénètre dans la peau et se reproduit en engendrant une toxine qui entraîne la destruction massive des tissus. C'est la seule mycobactérie qui produit une toxine destructrice et un lipide à effet d'immunosuppression, responsable en majeure partie de la pathologie de l'ulcère de Buruli. On soupçonnait déjà la présence de la toxine dans les années 60, mais ce n'est qu'en 1999 que des scientifiques du laboratoire Rocky Montana du National Institute of Health ont identifié et purifié la toxine. La toxine a été appelée mycolactone. Le mycolactone est une toxine de couleur jaune qui peut être isolée dans sa forme sécrétée comme un lipide jaune. La molécule est présente sur la surface de la bactérie et donne aux colonies de bactéries une pigmentation jaune caractéristique. L'identification de la toxine peut s'avérer utile dans la lutte contre l'ulcère de Buruli de différentes façons. La toxine peut nous fournir des informations intéressantes pour le développement d'un vaccin contre l'ulcère de Buruli. Elle pourrait aussi aider au développement d'un outil diagnostique pour identifier les cas d'ulcère de Buruli. En effet, des anticorps dirigés contre la toxine pourraient jouer un rôle dans le traitement de la maladie. En neutralisant la toxine, ils permettraient aux lésions de guérir plus rapidement. Le premier symptôme de l'infection est généralement un petit nodule, juste sous la peau, qui ressemble à une piqûre d'insecte. Comme le système immunitaire est localement affaibli, il n'y a ni douleur ni fièvre, ni autre signe avant-coureur de l'infection. Celle-ci progresse en s'attaquant à la peau et donne lieu à un ulcère bien défini qui continue de grandir et devient septique. En quelques mois, voire quelques semaines, l'ulcère peut recouvrir tout un bras ou une jambe du patient, ou toute l'étendue de sa poitrine ou de son dos. Certaines infections se développent très rapidement. Le pathogène détruit alors massivement la peau et la chair et peut même s'attaquer aux os. Après des mois ou des années, les lésions finissent par guérir, même sans traitement. Mais elles laissent des cicatrices et des contractures définitives dans le membre affecté. Dans plusieurs pays africains où la maladie est endémique, ces difformités sont un témoignage tragique de l'héritage de l'ulcère de Buruli. Pour l'instant, on ne dispose d'aucun traitement curatif ou préventif. Que ce soit pour traiter ou pour prévenir la maladie, il faudrait savoir comment elle se transmet. Malheureusement, le mystère entourant la transmission du pathogène reste entier. Personne ne sait où il vit, comment il se reproduit ou comment il se transmet à l'homme. Plusieurs décennies après sa découverte, cet organisme constitue toujours une énigme pour la science. Toutes les tentatives de cultiver le Mycobacterium ulcerans à partir de prélèvements de terre, d'eau ou de plantes provenant des régions affectées ont échoué. À ce jour, il n'existe aucune certitude à propos de son environnement privilégié. Est-ce l'eau, la terre, les plantes, les insectes ou même l'air? Nous n'en savons rien. Par elle-même, la mycobactérie ne peut pas pénétrer dans la peau. Pour s'introduire dans le corps humain, elle a besoin d'un mécanisme précis ou d'un vecteur, ou encore d'une ouverture déjà présente dans la peau. Des cas d'infection se sont déclarés après une piqûre d'insecte, une égratignure faite par une plante épineuse ou la contamination d'une plaie existante. Mais qu'est-ce qui permet réellement à l'organisme de s'introduire dans le corps? L'énigme du processus de transmission n'a pas encore été résolue. La maladie se manifeste le plus souvent dans les régions tropicales et subtropicales et dans les zones forestières. Dans les pays d'Afrique où elle est présente, elle affecte plus particulièrement les populations qui vivent dans les zones marécageuses, surtout celles qui sont en contact avec de l'eau stagnante ou des cours d'eau peu rapides. On pense ainsi que l'infection
est d'une certaine manière associée à la proximité de l'eau. Des expériences en laboratoire ont démontré que la maladie peut être transmise à des souris par certaines espèces d'insectes aquatiques. Mais jusqu'ici, il n'y a aucune preuve que ces insectes transmettent aussi l'infection aux humains. Contrairement aux moustiques, qui sont des vecteurs reconnus du parasite responsable du paludisme, ces insectes aquatiques ne semblent pas être les hôtes naturels de la mycobactérie. Mais aujourd'hui, l'association entre l'eau et l'ulcère de Buruli ne fait plus aucun doute. La plupart des épidémies semblent être rattachées à un bouleversement d'ordre environnemental lié à l'eau. Une épidémie récente en Australie a permis de confirmer cette hypothèse. En 1997, la maladie a de nouveau frappé ce pays. Contre toute attente, il s'agissait d'une petite ville de villégiature sur Phillip Island, une île située non loin de Melbourne. Le nombre de cas observés sur une superficie d'1,5 km était sans précédent, selon les médecins et les autorités sanitaires locales. Cette épidémie a attiré plusieurs médecins de diverses parties de l'Australie, y compris le docteur John Heyman et le docteur Paul Johnson du département des maladies infectieuses d'Austin Health à Melbourne, qui dirigeait l'équipe de chercheurs. And although I'd heard of Bairnsdale ulcer, as we call it, because it's an Australian discovery and well known here. J'avais entendu parler de l'ulcère de Bairnsdale, comme on l'appelle, parce que c'est une découverte australienne et bien connue ici, mais il reste une maladie très rare. En particulier, il n'a jamais, à ma connaissance, été rencontré dans cette région des environs de Melbourne. Il a toujours été associé à la partie orientale de Victoria, à Bairnsdale et à la région de Gippsland. Et donc, quand il y a eu plusieurs personnes qui ont eu la même maladie dans l'espace de quelques semaines et dans le même hôpital, et je savais d'où ils venaient parce que l'adresse était proche de la maison de la famille sur Phillip Island, je me suis rendu compte qu'une épidémie était sur le point de commencer ou venait de commencer. J'ai mis sur pied une équipe de recherche, des épidémiologistes, des scientifiques, des médecins, et nous avons appelé John Heyman, qui est médecin pathologiste à Melbourne et qui est bien connu pour ses recherches sur l'ulcère de Buruli. Ensemble, nous avons mis sur pied cette équipe et nous avons enquêté sur l'épidémie de Phillip Island. En cartographiant l'origine de 30 cas, l'équipe de chercheurs parvint à la conclusion que la mycobactérie provenait du terrain de golf local. Comme l'explique Paul Johnson, l'enquête finit par identifier le véritable coupable, le système d'irrigation du terrain de golf. L'eau utilisée provenait d'un étang en plein air dans lequel vivaient plusieurs espèces d'animaux et d'oiseaux. L'enquête permit d'établir que cet étang était la source de l'infection. Nous sommes rentrés chez nous et nous avons réfléchi à tout cela. Et nous sommes arrivés à la conclusion que l'épidémie était associée au système d'irrigation qui se trouvait sur le terrain de golf. En examinant tous les cas, nous avons vu que tous les patients se trouvaient dans un périmètre de quelques centaines de mètres d'un système d'irrigation unique composé de plusieurs éléments. Depuis cette découverte, le terrain de golf est irrigué à partir d'une citerne fermée. Conséquence, il n'y a plus eu de nouveaux cas d'ulcère de Buruli sur l'île. L'épidémie de Phillip Island a permis d'élaborer de nouvelles hypothèses quant au mode de transmission et aux conditions dans lesquelles une épidémie est susceptible d'apparaître. On pense désormais que des changements d'ordre environnemental peuvent contribuer à l'émergence d'épidémies. La mycobactérie peut avoir existé à l'état latent dans l'environnement pendant des siècles, voire des millénaires. Il suffit d'un déclencheur tel qu'un déboisement rapide, des inondations, la construction d'un barrage ou un nouveau système d'irrigation pour la réveiller et la transformer en un pathogène extrêmement dangereux pour l'homme. Une autre retombée de cette épidémie a été l'élaboration d'un nouveau test diagnostique pour le Mycobacterium ulcerans en Australie.
Le professeur Johnson et ses collaborateurs ont utilisé la technique bien connue d'amplification PCR sur une partie répétitive de l'ADN du pathogène qui se prête particulièrement bien à cette amplification. Ce test permet de diagnostiquer la maladie en quelques jours au lieu des quelques semaines requises par les techniques traditionnelles. Ce test a été appliqué aux prélèvements obtenus des patients, mais également à des échantillons prélevés de l'environnement. Le professeur Johnson et son équipe ont ainsi été les premiers scientifiques dans le monde à prouver que le Mycobacterium ulcerans est indiscutablement un organisme provenant de l'environnement. Tout cela à cause d'un simple terrain de golf dans une petite île d'Australie. D'autres scientifiques ont par la suite utilisé le même test pour étudier et élucider le rôle des insectes aquatiques dans la transmission de l'ulcère de Buruli. Malgré ses retombées notables, ce test reste difficile à mettre en œuvre dans les pays endémiques les plus pauvres, en particulier dans les zones rurales éloignées. Dans ces régions, il est plus facile d'établir un diagnostic par examen clinique. Tous les nodules ne sont évidemment pas dus au Mycobacterium ulcerans, mais ce symptôme reconnaissable permet d'agir plus promptement. Lorsque la maladie est à un stade plus avancé, elle peut être facilement diagnostiquée par un personnel formé. Malheureusement, on est encore loin d'un traitement médicamenteux efficace. Tout ceci. Lors de sa visite en Côte d'Ivoire en décembre 1997, le docteur Hiroshi Nakajima, alors